La question est où? À partir du discours de Blanquer lors de l'inauguration, le 7 janvier du colloque après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture, et de la première table ronde généalogie de la déconstruction, deux camps, deux retranchements se dessinent, où une ligne de partage délimite au moins deux lieux. Sur ces lieux, un affrontement se déroule sur un arrière-fond d'une mondialisation pandémique et une ambiance dystopique, écologiquement apocalyptique entre les cosmopolites, internationalistes, partisans ou défenseurs de liberté et opposés à toute forme d'oppression et de domination, et ceux qui se sont nommés en étant dans le camp adverse, les universalistes républicains. Ceux-là se donnent la vaste tâche de déconstruire la déconstruction en vue d'une reconstruction, donc universaliste, coloniale, républicaine, dans sa phase ultime, sous sa forme impérialiste, mondialisée et digitalisée. Bien que le terrain historique soit celui de la mondialisation digitalisée, on peut se demander où cet affrontement a lieu, précisément. Où précisément? Cette question au sujet de lieu suppose qu'il y a une affinité entre les lieux et la question, entre la question et la question de lieu, qu'il y a un contrat implicite, une correspondance présumée, comme si toute question est d'abord autorisée par un lieu, par le temps de ce lieu, par l'emplacement dans les lieux. Le lieu serait ainsi légitimé par la question du lieu elle-même, et par conséquent par les lieux lui-même, comme on dit, space-time continue. Le lieu serait ici la légitimation d'un discours, d'une narration ou d'un récit, certes trivial mais dangereux, situé dans la vieille université de la Sorbonne, fondée en 1253 par Robert de Sorbonne, chapelain et confesseur du roi Saint-Louis pour des étudiants en théologie, dans l'amphithéâtre doré au nom de Louis Liard, qui fut lui-même directeur de l'enseignement supérieur et organisateur de l'université civile nouvelle et qui a activement collaboré à la reconstruction de la Sorbonne. Reconstruction donc. Je cite, alloué, une salle prestigieuse, haut de gamme et originale pour une conférence, un séminaire ou tout autre événement. Ainsi peut-on lire sur le site de la Sorbonne à propos de l'amphithéâtre Liard. C'est chose faite, le collège de philosophie, à ne pas confondre avec le collège international de philosophie, au lieu de louer une salle de fête comme il se doit pour un événement aussi farfelu, loue l'amphithéâtre Liard avec l'appui financier du ministère de l'Éducation nationale afin d'entreprendre la destruction de la déconstruction pour faire advenir ce qu'il nomme la reconstruction. On ne loue pas n'importe quel lieu pour accomplir une telle tâche. Comme si, de l'ancien, de l'histoire de l'université et du savoir, il viendrait une légitimation d'un discours qu'on saurait être légitime dans un autre lieu. Une restauration historique et sorbonnique. Il y va de rien moins que de la réécriture de l'histoire de la philosophie elle-même, en 10 minutes, bien sûr, puisque cette réécriture ne peut que procéder de la temporalité auquel un tel colloque appartient, à savoir le fast food. Le lieu est ainsi la Sorbonne, le lieu le plus légitimement possible. Le temps est celui d'une épidémie. L'objet est de remplacer l'histoire de la philosophie, du moins moderne, sinon depuis le XVIIe siècle, par une reconstruction qui restaure implacablement la doxa qui aurait accompagné l'entreprise coloniale française universaliste. L'oppression et la domination, les strates de l'oppression et ses formes contre les femmes, les minorités, les pauvres, les formes de domination de l'Occident colonial contre le monde entier, les pillages de la richesse, la domination du capitalisme financier, la domination des trusts de multinationales, les oppressions phallologocentriques,
les saccages de la nature, etc. seraient donc factices. Des éléments créés par la théorie française en vue d'une ontologie de la domination, dit-on dans la première table ronde. Et pourquoi pas une théologie de la domination, puisque le mot n'a plus aucun sens. Comme si ces luttes contre l'oppression n'existent que parce que nommées par la déconstruction. Comme si la déconstruction était la responsable de l'existence de ce type d'oppression singulière ou intersectionnelle. Comme si ces oppressions n'ont pas leur histoire propre, enracinée dans l'histoire de la civilisation elle-même, et sont déterminées par la forme économique capitaliste de cette même civilisation mondialisée. Nous vivons désormais dans une culture de bouc émissaire, sacrificielle. Ainsi, les défenseurs de l'ordre ancien s'appuyant sur la Sorbonne, on trouve le coupable symbolique dans le French Theory et ce qu'elle représente en tant que philosophie qui analyse et déconstruise ces structures binaires d'oppression multiples et d'exploitation aussi multiples et de domination aussi multiples contre lesquelles il y a des résistances qui se fortifient à travers de mouvements anciens et modernes, ou d'où l'exaspération et la crise ultime de l'autoritaire et de l'oppression que ce colloque, je crois, représente. Un énoncé surgit dans le sillage de l'eugénisme et l'eugénisme d'origine française actuelle par la voix de son ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Nous avons inoculé le virus, nous allons fournir le vaccin. Le virus est bien celui de la French Theory. Le vaccin que le ministre et ses amis, eux, vont fournir est à l'image de leur vaccin actuel, ne marche pas. Et ce colloque d'amateurs affligeant de trivialité, où on apprend stupéfait que la déconstruction, que le déconstructionnisme commencerait en réalité avec Descartes, Kant et Spinoza. Ainsi dit-on qu'il y a 3 âges de déconstructionnisme. Il commence par l'âge de l'élaboration de l'humanisme en faisant table rase de ce qui a précédé. 2e âge, apprend-on, est une radicalisation de l'esprit critique. Il comprend Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud, Heidegger, etc. Le 3e âge serait celui de Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard, Althusser, etc. La plus grande trouvaille de cette première table ronde, qui inaugure le colloque, est de tracer les racines de ce grand mouvement de la philosophie française des années 60 dans la guerre d'Algérie et ses suites. Comme si cela était une découverte attribuée au passage à un article d'un chercheur anglais, Robert Young, Subjectivité et Histoire, Derrida en Algérie. Selon cet article, cité par l'un des intervenants de la table ronde, la déconstruction serait née ou serait le produit de la défaite et de l'effondrement du colonialisme français en Algérie. Mais il faut juste lire simplement et lire Derrida entre autres, pour savoir que oui, en effet. Et alors, quelle conclusion tirez-vous? Tout surgit dans un contexte, et le contexte de la French Theory est celui-là. Et alors, la déconstruction n'aurait pas pu exister sans une référence à un ailleurs. Il le dit Derrida lui-même, il le dit dans mon film, et là où je vais mettre 2 extraits à la fin de cette intervention, où on parle justement de l'ailleurs, de l'Algérie, du colonialisme. Ainsi dit-on, la déconstruction est une technique d'un projet sans fin. On crie « tout est domination ». Eh bien oui, tout est domination. Cela a lieu partout où des structures qui oppressent et qui exploitent les humains et les natures sont en place. À l'image de cette domination brutale et votre geste politique d'un colloque sans le moindre regard philosophique, où vous cherchez à dominer le débat politique, philosophique, culturel, civilisationnel, avec des outils datés du XIXe siècle, de propagande idéologique stérile et amateur.
Est-ce là votre vaccin de reconstruction? Pourquoi ce geste d'un colloque à la Sorbonne, inauguré par les ministres de temps de l'épidémie, de l'état d'urgence permanent, du conseil de défense secret, des passes vaccinales, des checkpoints partout, de discrimination, de l'oppression, de coercition de toutes sortes, de la suspension de l'état de droit et de la contrainte absolue, pour citer votre président. La déconstruction n'est ni analyse, ni une critique, ni une méthode, ni un procédé avec des techniques. La déconstruction est un style d'interrogation. Elle a lieu, elle arrive, sans qu'elle soit l'œuvre d'un individu ou des individus. Oui, elle est sans fin, car elle s'appuie sur une chaîne de substitution dans des contextes infiniment variables et différents. À quoi oppose-t-on un tel mouvement de l'histoire? Une restauration d'un autre mouvement historique, ancienne et réactive, voire réactionnaire. L'universalisme républicain. Constructionnisme, dans sa forme moderne, macronienne, où le citoyen, les citoyennes, ont d'abord de devoirs avant d'avoir de droits. Où le chef d'État des choix des citoyens et des citoyennes de leur citoyenneté selon son appréciation personnelle. Cela ne sera pas sans nom rappelé 1940 et la déchéance de nationalité des Juifs d'Algérie dont a souffert Derrida. Cet universalisme républicain que vous prenez ne défend pas la langue française à l'étranger, fait payer les frais d'université aux étudiants étrangers, et maintenant on parle de privatiser l'université tout court. Cet universalisme républicain est en effet un universalisme par les ventes d'armes au régime les plus meurtriers de la planète. Les exportations françaises d'armement devraient dépasser 30 milliards d'euros en 2021-22. Émirats arabes unis, Arabie saoudite avec ses implications dans la guerre du Yémen, Égypte, etc. Universalisme, oui. Disclose révèle que l'armée française a initié l'opération Sérélie avec son homologue égyptien, et l'opération qui serait toujours en cours et qui rendrait la France complice d'exécutions extrajudiciaires de quelques 40 000 civils égyptiens perpétrés par l'Égypte dans le désert occidental. Le même universalisme saccage les forêts amazoniennes au Brésil, en Nouvelle-Guinée. Selon les WWF, la France contribue à déboiser potentiellement 5,1 millions d'hectares chaque année à l'étranger, à travers les seules importations de cette matière première, soja, huile de palme, cacao, cuivre, etc. En somme, cet universalisme républicain s'en passe de contrat social de la République elle-même, en bafouant les droits de citoyenneté à la fois à l'intérieur de frontières et à l'extérieur de frontières. Est-ce de cet universalisme-là qu'il s'agit? S'agit-il de remplacer la French Theory par une French Theory? Est-ce cela le projet de votre colloque? Je vous remercie. Ce qui vient à moi depuis longtemps sous le nom de l'écriture, de la déconstruction, du phallogocentrisme, etc., n'a pas pu ne pas procéder de cette étrange référence à un ailleurs. L'enfance, l'au-delà de la Méditerranée, la culture française, l'Europe finalement. Il s'agit de penser à partir de ce passage de la limite. L'ailleurs, même quand il est très près, c'est toujours l'au-delà d'une limite. Mais en soi, on a l'ailleurs dans le cœur, on l'a dans le corps. Et c'est ça que veut dire l'ailleurs. L'ailleurs est ici. Si l'ailleurs était ailleurs, ça ne serait pas un ailleurs. La première remarque concerne mon étonnement de me trouver ici, dans ce lieu que vous avez choisi.
qui est un ancien musée des colonies, qui est très beau, et qui me rappelle peut-être que je suis une sorte de produit colonial, ou post-colonial, si vous voulez. Que, quoi que je dise, quoi qu'il m'arrive, j'appartiens à une certaine histoire des colonies françaises. Alors, d'une certaine manière, tout ce que je fais, ou que j'écris, ou que j'essaie de penser, a une certaine affinité de synchronie avec la postcolonialité.